bien. Ok. Ah, magnifique. Souriante. Elle est magnifique. Oui, ça va, ça va. Et toi? Ça va très très bien. Bon, Ça va génial. très bien. Ok. Il y avait un petit problème de son, je sais pas, la première connexion, il y a toujours un petit souci. Donc, on salue Edna qui s'est connectée. Et on a Delphine qui se connecte depuis Dakar. Enfin, je suppose qu'elle se connecte depuis Dakar, hein, puisque c'est Delphine Abadi Dakar, donc je pense qu'elle doit se connecter. Salut Hello, un petit coucou. Voilà. Comment vas-tu? Comment la journée t'est passée à ton niveau? Ça va. On se rapproche de plus en plus de Noël. Oui, 4 jours. Donc forcément, les derniers achats, les derniers cadeaux achetés, surtout pour les enfants. Mhm. Donc ouais, tu fêtes Noël, toi? Oui, je fête Noël, ouais, comme oui, c'est. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui fêtent pas Noël, j'ai beaucoup d'amis musulmans. Et je me souviens que mon papa, à l'époque, il organisait des fêtes de Kwanzaa ici à Rennes. Ah, Donc, non, moi, à l'époque, non, Noël, c'est le don. C'est le oui. don. Donc, on le reproduit à notre manière, mais c'est le don. Et je pense que ce soir, on sera aussi dans cette démarche du don, c'est-à-dire partager autour de nos lectures, partager autour de la littérature, sachant que c'est quelque chose qui nous aide à affronter les événements, à inventer des imaginaires. Voilà. Mais c'est toi la maîtresse de cérémonie ce soir. Ah oui, donc je me suis dit, vraiment, pour ce soir, on pourrait faire quelque chose d'un peu différent, comme c'est un peu l'esprit de Noël, etc. Et donc j'ai eu l'idée, en fait, je commençais le livre La plus secrète mémoire des hommes. Et je sais que on parle pas énormément, mais bon, il y a l'histoire principale, ça tourne autour d'un livre qui a bouleversé l'auteur et qui bouleverse beaucoup de gens en fait qui le lisent. Et donc je me suis posé la question, est-ce qu'on pourrait justement parler un peu des livres qui nous ont un peu nous touchés? Et donc du coup j'ai trouvé des questions un peu genre, quels sont les livres qui m'ont le plus ému. Bon, la première c'était bouleversé, le livre qui a le plus ému, le livre qui t'a le plus fait rire, le livre que tu as lu entièrement pour la première fois, enfin, le premier livre dont tu te souviens que tu as lu entièrement, et le premier livre que tu as écouté et donc pas lu. Donc essaie de voir. Donc tu vois, ça peut être une représentation théâtrale, ça peut être audible, tu vois, audio, etc. Et la dernière question c'était le livre que tu recommandes aux gens la plupart du temps. Et donc je me suis dit bon, ça peut être quelque chose un peu plus un peu différent, comme ça on est un peu plus festif. Et bien sûr les gens ils peuvent mettre dans les commentaires ou dire ouais, bah, le livre c'est celui-là, etc. Tu vois. Oui, alors là, ça va être très interactif et on va demander aussi aux personnes qui sont sur le live de donner leur avis et voilà. Ouais. De toute façon, les questions que tu poses te seront retournées. Oui. Mais il faudra que tu fasses la différence entre bouleversé et ému, hein, parce que je réfléchissais là-dessus. Bon, j'ai quand même une idée de réponse, mais Ouais. Tu l'as pris comment c'est vrai que bouleversé pour moi c'est quelque chose de plus révélateur et ému c'est plus quelque chose j'ai l'impression que si on fait quelque chose de bouleversé, c'est quelque chose qui prend plus tout le corps, alors que ému, c'est plus le cœur. Je sais pas si tu vois un peu la différence. Pour moi, c'est comme ça que je le définis un peu, la différence entre les deux. d'accord. Mais Ému le cœur, voilà, on bouleverse le commence. corps. Ok, bah écoute. Je suis curieuse. Je suis curieuse, tu vois. Mais donc alors, vas-y. Première question, et bien sûr les gens dans les commentaires aussi, quel est le livre qui t'a le plus bouleversé, réassis? Alors si on dit bouleverser le corps, je sais pas, ça dépend. Ça peut être une auteure gabonaise qui
qui a un texte de littérature érotique, et puis là le corps est bouleversé. Et je ferai un conseil à... Non, mais oui, c'est très difficile de répondre à cette question. Bouleversé, c'est compliqué et en même temps bouleversé, pour moi c'est un livre qui t'amène à changer de direction. Et si un livre comme ça existe, enfin il y en a, hein, il y a des gens qui arrivent à être bouleversés par un livre. Moi, le principal livre qui a amené un bouleversement dans ma démarche, dans ma réflexion, c'est à partir du moment où c'est la Bible, par exemple, tu vois. Ça, c'est pas par exemple. Bouleversé, quand on dit bouleversé, amener un changement, des prises de décision, un rapport au monde qui change, et ainsi de suite. Je dis pas que d'autres textes n'ont pas amené cette dimension-là chez moi, mais pour plusieurs raisons, il y a eu un impact sur plusieurs choses, et donc qui touche à l'esprit, qui touche à l'âme, qui touche au corps. Et donc quand on dit bouleversement, chamboulement, des règles de vie qui changent, parce qu'on croit que cette parole a un sens. Voilà, je dirais que ce serait la Bible si on doit parler de bouleversement. Donc voilà. Après on peut rentrer dans le détail. J'ai pas envie de rentrer dans comment je suis arrivé au texte, mais en tout cas il y a comme un avant et un après, et voilà. Donc et je le dis d'autant plus que quand on abordera les textes qui touchent à l'émotion, parce que souvent on a l'impression que la littérature nous permet parfois de prendre conscience de certaines choses, d'entendre des voix qu'on a déjà, des réflexions qu'on a déjà entendues en nous-mêmes, mais qui trouvent un écho chez l'autre. Je trouve d'ailleurs que beaucoup d'histoires que je lis dans la fiction, dans ce que les écrivains actuels produisent, de ce que les grands écrivains ont écrit, souvent on retrouve ces problématiques symbolisées dans des textes, dans des schémas, dans des épisodes bibliques. Que je pourrais prendre plein d'épisodes. Hein. Je pourrais prendre le pouvoir, la folie du pouvoir, la passion amoureuse. Quand tu prends Samson et Dalila, la puissance qu'une femme peut avoir pour détourner un homme d'une direction, mais ça vaut dans les deux sens. C'est aussi la radicalité, comment un homme radical comme Paul bascule, change. Voilà, donc ce sont des... Et il y a plein d'épisodes comme ça. Tu prends par exemple même juste Moïse, par exemple. Et là, qu'on s'entende bien. Je suis pas en mode prosélytisme. Je suis juste... Quand on parle de bouleversement, je parle juste de choses d'un texte dont les histoires ont un écho et amènent une réflexion profonde dans plusieurs dimensions, tu vois. Tu prends le personnage, par exemple, même de Moïse, par exemple, il est très intéressant, avec une identité d'abord singulière, qui se font à un moment donné dans le système, qui est éduqué dans un système, et qui doit abandonner ses privilèges pour pouvoir conduire. Donc c'est toujours des moments où tu as des choix à faire, et voilà. Donc on n'est pas dans la contemplation. Il y a toujours des hommes qui sont face à des choix, et il y a toujours un discours de responsabilité que j'aime. Et moi, ce que j'aime dans la littérature, c'est dans le fond tout ce qui m'amène à faire des choix clair, parfois dur, mais ne pas être dans un entre-deux, ne pas être dans une contemplation, dans une soumission, voilà. Donc,
Voilà, pour le chambardement, le bouleversement, si on doit parler de ça, je ne vois que ce texte. Après, pour l'émotion, c'est autre chose. Alors, je te renvoie la question maintenant. Ouais. Mais c'est bien, tu vois, c'est pour juste pour finir, pour réagir un petit peu à ce que ton choix, parce que c'est la Bible, du coup. C'est vrai que j'ai jamais vraiment lu la Bible, même si j'ai fait des études bibliques quand j'allais à l'église avec mon papa. Mais c'est vrai que la première fois où j'ai vraiment regardé le texte de la Bible d'un autre œil, c'est quand j'ai étudié aux États-Unis et que j'ai eu des cours bibliques et du coup on regardait la Bible sous un œil critique. Et c'était marrant parce que c'était donné par un pasteur en fait. Et cet pasteur nous poussait à lire la Bible justement comme tu disais, pas en tant que spectateur, mais vraiment avoir une réflexion réelle et c'est ouais. Donc je comprends un peu d'où est-ce que tu viens et pourquoi tu choisirais ce texte. J'aimerais juste rajouter que je tiens à dire que, parce qu'il y a beaucoup de discussions aujourd'hui, on considère que c'est un texte qui est venu avec la colonisation, que c'est un texte qui a permis, entre guillemets, une remise en cause de nos systèmes de valeurs, de ce système de croyances et ainsi de suite. Et j'aime toujours quand on parle de ça, parce que on parle d'un texte avant tout. Et les gens, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est un texte qui est accessible normalement à tous. C'est un texte auquel les Occidentaux ont été exposés. Ouais. C'est pas des Français qui ont écrit la Bible. Même les textes du Nouveau Testament, c'est pas des Français, c'est pas des Espagnols, c'est pas des Allemands qui ont écrit ces textes. Les personnes qui sont mises en scène venaient du Moyen-Orient. Pourtant, l'Occident s'est approprié ce texte. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi, il faut l'aborder avec une forme d'expérience personnelle. Comme lorsqu'on lit un livre, j'ai lu récemment Mal Noir de Delgas et quelqu'un d'autre en avait parlé. Et souvent le problème c'est qu'on aborde les textes où on se met à distance d'un texte parce que quelqu'un d'autre en a parlé, parce que quelqu'un d'autre a vécu une expérience négative qui peut se justifier. Ouais. Mais c'est pour ça que je parle de la rencontre d'un texte personnel, en discutant, en lisant le texte, en s'imprégnant des histoires, des humanités qui s'expriment dedans, et peut-être de la place de Dieu qui s'exprime aussi dans le truc. Voilà, donc c'est bouleversement. Alors toi? Alors moi, je pense que le livre qui me reste vraiment et c'est pas vraiment un livre, c'est une short story, un essai, une histoire courte, par Chimamanda Ngozi Adichie. Donc ça se dit en anglais c'est The Headstrong Historian. Je sais pas comment on l'a traduit en français. Donc en fait j'étais aux États-Unis et j'ai lisé le The New Yorker et je tombe sur cette short story et je connaissais même pas Chimamanda à l'époque. Et j'ai lu l'histoire et j'étais complètement fascinée en fait. Ça m'a complètement. Je suis tombée amoureuse j'ai envie de dire de l'Afrique d'antan qu'elle écrit au début. C'est vraiment l'Afrique d'antan qu'on décrit avec les histoires qui se passent, etc. dans le village. Et puis après l'arrivée vraiment et la destruction en fait de cette Afrique avec l'arrivée un peu j'ai envie de dire des colons. Et je me suis dit pour quelque chose. Et donc après je suis partie sur Google et j'ai vu. Et c'est quelqu'un de super moderne. C'est une femme qui est jeune. Et je me suis dit, oh là là là. Donc en fait, finalement, le club que je voulais être existe déjà, tu vois. Non, mais j'étais vraiment, ça m'a touché. Et c'est vraiment cette histoire-là qui m'a un peu fait pivoter en disant, mais j'ai pas de référence vraiment d'auteur noir comme ça. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a lancé un peu dans cette réflexion de, si c'est peut-être là où il faut que j'aille trouver pour les gens qui peuvent me toucher comme ça, de cette manière. Peut-être c'est ça. Et c'est pour ça que je pense que cette histoire-là, c'est vraiment quelque chose qui m'a bouleversée parce que c'est, comme tu disais, qui te fait changer un peu ton comportement, qui te fait un peu pivoter. Et ouais, c'est pour ça. Ce serait mon choix. The Headstrong Historian. C'est quel texte? The Headstrong Historian. So, peut-être que je peux faire une petite recherche vite fait pour voir comment ça se dit en français. D'accord. C'est important qu'on puisse. C'est parce que je sais qu'elle a écrit des recueils de nouvelles.
Voilà. Mais je sais pas lequel c'est. Parce qu'il y a, je crois que c'est son troisième livre qui est un recueil de nouvelles. D'accord. The Headstrong Historian, je pense pas que... J'arrive pas à trouver le titre français. D'accord. Bon. Ok. Bon. On donnera la référence à la fin de Ouais, je ferai moi c'est important de donner la référence parce que j'ai passé une après-midi avec des amis, les grandes lectrices, et souvent ceux qui lisent en anglais, ils ont leurs références en anglais, mais nous, voilà, donc c'est particulier. Alors la deuxième question du coup. Alors, je sais encore, je donne le dernier, non, je ne donne rien. Bon, ok, la deuxième, c'est le livre qui t'a le plus ému. Bon, alors, la réponse est simple. La réponse, elle peut être simple, mais en fait, il n'y a jamais de réponse exacte. Il n'y a jamais de réponse exacte. Le texte qui m'a le plus ému, bon, moi, tout de suite, je dis, c'est pas forcément le meilleur des romans. J'ai un top 3, mais c'est pas forcément le meilleur. Mais alors, j'en ai deux de Toni Morrison, Beloved et de L'œil le plus bleu. L'œil le plus bleu, c'est le roman. Alors, c'est marrant parce que L'œil le plus bleu aujourd'hui, si on me demandait de raconter toute l'histoire, j'aurais du mal. Mais pourtant, là, dès que j'en parle, il y a une émotion qui m'étreint. Parce que le personnage de Pekola Breedlove, je sais pas, j'ai été touché particulièrement par ce personnage. C'est le premier roman de Toni Morrison et c'est le deuxième que j'ai lu. C'est après Beloved. Et en fait, bon, Beloved, il faut expliquer quelque chose. C'est que moi, si aujourd'hui j'ai créé un blog qui a amené beaucoup de choses derrière, c'est vraiment avant tout à cause de Beloved. Dès que j'ai vu le film, parce que c'est ça l'histoire, hein, je lisais beaucoup de textes de littérature quand j'étais au lycée, de littérature afro. Et ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fait une fac de sciences, et c'était pas compatible avec mes lectures, donc j'ai dû arrêter à un moment donné. Et quand je terminais mon DEA en mécanique, je vais au Cinoche et je vois une affiche avec Beloved de Jonathan Demme, donc l'adaptation de Jonathan Demme, avec Oprah Winfrey et Danny Glover dans le truc. Et je vois le film. Bon, déjà, je suis bouleversé. Je suis bouleversé parce que il se passe un truc. J'ai pas lu, je connais pas Morrison. Je sais qu'elle a eu le prix Nobel, mais je connais pas l'auteur. Et là, à partir de là, je décide de lire tout ce qu'elle a écrit. Et donc, je commence par le roman. Et quand on lit le roman, c'est pour ça que je vais citer les deux. Quand on lit ce roman, on se retrouve face à une histoire qui est complexe, qui est écrite comme un griot africain raconterait une histoire, c'est-à-dire on part de plusieurs éléments sans pouvoir les mettre en relation, et puis à un moment donné, on arrive au centre on dit que c'est hyperbolique, hein, on arrive et puis paf, on arrive au centre du game et on est pris en otage par l'infanticide. C'est-à-dire une femme esclave est obligée de tuer son enfant et tenter de tuer les autres pour les empêcher de vivre, de se retrouver repartir en esclavage parce que l'ancien maître a traversé la rivière Ohio pour pouvoir récupérer les enfants de l'esclave qui est parti. C'est-à-dire qu'il avait le droit de pouvoir venir récupérer. Et la grande question qui se pose, c'est pourquoi une femme peut arriver à une telle situation. Et tel que
Toni Morrison raconte, quand on arrive à ce moment-là du roman, on est piégé. On est piégé parce qu'on est obligé de valider le choix qu'elle a fait. Et à ce moment-là, commence la vraie réflexion sur l'inhumanité de l'esclavage, de ce système qui pouvait amener des hommes, des femmes à se retrouver dans des positions comme celle-là. Et ça, c'est très fort. Et dans L'œil le plus bleu, c'est un peu différent parce que là, on est au cœur d'une famille, on est dans une période plus récente, on est au cœur d'une famille afro-américaine et il se passe il y arrive une catastrophe aussi qui frappe cet enfant, Pecola. Et elle vit une telle situation le seul échappatoire pour elle, c'est de rêver d'avoir les yeux bleus. Parce que la vie des élèves blanches qui sont dans la même école qu'elle ou auquel elle se représente, en fait, semble beaucoup plus simple que la sienne. Et vraiment, Pecola, et là je parle vraiment de Pecola, c'est vraiment le personnage, m'a vraiment marqué parce que en plus Toni Morrison a dû même elle a été très critiquée sur ce texte puisqu'on lui a reproché le fait de pouvoir en fait, proposer à ces personnages de se mettre dans la peau ou de rentrer c'est comme si elle disait que la meilleure des vies, c'est la vie des Blancs. Et c'est pas le propos, mais elle a pratiquement renié ce texte, tu vois. Donc mais on peut, quand on lit l'histoire, quand on la lit bien, on voit toute la douleur de ce système qui s'est abattu sur nous. Donc voilà, au niveau de l'émotion, les deux textes Morrison, ouais, c'est... Ouais. Et toi? Ouais. Alors, moi, c'est Trevor Noah, son autobiographie. Ah, Trevor Noah, ok. Ouais. Alors, je me souviens d'ailleurs de ce livre, je le lisais, parce avant que je mette mon fils à aller dormir, j'aime bien lui lire des histoires, mais j'étais tellement pris par ce livre-là qu'en fait, je lisais à haute voix ce livre-là, parce que comme ça, on faisait du pierre deux coups, tu vois, parce que je m'endormais après, tu vois, donc je voulais vraiment le finir. Et mon fils, elle est énervé parce qu'il n'y a pas d'image, c'est pas marrant pour lui, tu vois. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre parce que... attends une seconde. Nana, can you please open the door downstairs because Ludo is there? Yeah, I try to go. Donc en fait, du coup, donc voilà. Donc en fait, du coup, c'est ça. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas. C'est juste cette histoire d'être un petit garçon, j'ai envie de dire normal, qui est un peu dans une situation, dans un contexte politique qui est complètement... Alors, il faut que tu rappelles qui est Trevor Noah, parce que... Ah oui, pardon, oui. Alors, Trevor Noah, c'est... maintenant, il travaille, mais il est maintenant chroniqueur ou... oui. Carrément d'une émission, je sais plus c'est quoi... The Daily Show, donc aux États-Unis. Et en fait, il est né pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Donc l'apartheid, c'est donc que les Noirs et les Blancs sont séparés et n'ont pas le droit de se mélanger, de se fréquenter. Et lui, clairement, c'est le fruit de sa mère est noire et son père est blanc, de Suisse. Et donc du coup, c'est vraiment un crime ambulant en fait. Et le titre s'appelle d'abord Born a Crime. Donc être né un crime finalement. Et donc du coup, il nous raconte un peu, il nous raconte son enfance en fait, comment il a grandi et des moments. Et quand c'est un humoriste à la base, il fait beaucoup de stand-up et c'est quelque chose qui m'a vraiment ému. Je pense que tu passes un peu du rire aux larmes un peu parce qu'il a cette manière de raconter les choses qui sont très dures, très fortes, mais avec son côté humoristique qui était très touchant en fait finalement. Il arrive presque à raconter ça avec toujours un regard un peu d'enfant, un petit regard innocent, mais très vrai. Et c'est ça qui m'a vraiment touché. Alors,
La première fois qu'on lui brise le cœur, ça m'a fait tellement mal au cœur, j'avais envie de lui envoyer des cadeaux, pour lui dire, même si j'avais rien à voir dedans. Sa relation avec son papa aussi, tu vois, qui était très distante, je me souviens, quand son papa faisait, même sa maman, quand il marchait dans la rue, il faisait comme s'il le connaissait pas finalement pour pas être arrêté par la police. Et sa mère, qui est pour moi l'héroïne du bouquin finalement. C'est vraiment une ode à sa maman. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a ému. Ce livre m'a vraiment beaucoup ému. Voilà. Oui, je l'ai pas lu. J'en ai entendu parler. Et puis Trevor Noah, ouais, c'est toutes ces personnes qui sont dans un système et qui sont à la lisière et qui voient parce que bon, des Trevor Noah en plus aux États-Unis. Là, ça se passe en Afrique du Sud, mais aux États-Unis, tu as des ouais, donc je vois très bien le truc. Alors, il y a un petit commentaire d'Edna qui nous dit que pour elle, au niveau de Toni Morrison, c'est Jazz et Sula qui sont les textes qui sont restés dans la tête. Alors, si vous avez envie d'intervenir pour nous parler des textes qui vous ont le plus ému, hein, n'hésitez pas à faire une demande, hein, et puis vous direz pourquoi ils vous ont ému. C'est interactif, voilà. Quand on fait les questions, on défie les questions, mettez-vous ce qui vous a le plus bouleversé, si vous avez le plus ému. Vous pouvez mettre un titre, hein, franchement. Voilà. Ça fait plaisir. Donc, Jazz et Sula. Alors, Sula aussi fait partie de mes favoris de Toni Morrison, même si c'est un des plus courts aussi, hein, de Toni Morrison. C'est une belle histoire d'amitié. J'aime bien le traitement de l'amitié en littérature. C'est avec des trajectoires qui sont tellement différentes. Mais c'est marrant. Alors là, t'es le mec qui va réagir, mais j'ai toujours ce mot là, chair fraîche, quand les deux filles se promènent un truc. C'est bon, ouais, il y a parfois des petites séquences comme ça qui vous restent. Pourquoi elles restent? Alors là. Oui. C'est vrai que les bouquins qu'on a pas lu depuis longtemps, et c'est marrant. C'est là que tu vois, en plus, quand tu as fini de lire un livre et que tu y penses après, genre 5 ans après, vraiment ce qui te reste du bouquin, c'est vraiment ce qui t'a marqué finalement. Tu vois. Absolument. Alors, qu'est-ce que tu proposes ensuite, s'il n'y a pas de... Le livre qui t'a fait le plus rire. Alors, moi, j'ai eu des difficultés. Et j'ai eu des difficultés là-dessus. Je réfléchissais à un livre, je me souviens, un bouquin que j'ai lu et je m'écroulais, je piaffais de rire dans le RER. Mais le problème, c'est que j'ai essayé de retrouver le bouquin, je n'ai pas réussi à le retrouver dans mes chroniques. Mais je me souviens d'une expérience comme ça où j'étais face à un texte. C'était tellement drôle, tellement cocasse, et sur plusieurs trajets, j'étais plié de rire dans les RER. Mais je ne m'en souviens plus. Donc je vais avoir peut-être je vais mettre un joker sur ce texte, sur cette question. Est-ce que maintenant... Je peux te partager le mien si tu veux. Oui, vas-y. C'est le même, ou pas? C'est How to be Black de Baratunde Thurston. Donc c'est le texte c'est un auteur, c'est afro-américain. Et donc il raconte un peu qu'est-ce que c'est que d'être black d'être noir dans différents contextes en fait, dans l'histoire dans le contexte du travail, dans le contexte de relations et tout ça. Et donc c'est vraiment marrant. Je me souviens même que je l'avais tweeté et qu'il m'avait répondu. C'était franchement, je rigolais. Et je me sentais un peu, tu sais, c'est le genre de livre, tu caches un peu la couverture parce que t'as pas envie qu'on te juge, tu vois, le How to be Black, en gros, dans le transport. Et franchement, c'était tellement marrant. Franchement, je le recommande.
Je recommence. C'est Mais vraiment est-ce très qu'il bien. est, Ça se lit facilement. est-ce qu'il est traduit en français? Je pense que je devrais commencer une compagnie qui traduit les livres comme ça. Non, mais c'est la grande question. Je ne sais pas, je sais pas, c'est une bonne question. C'est la grande question parce que vous C'est une bonne avez, question. en anglais, vous avez accès à des textes qui sont passionnants. Et Mhm. voilà. Maintenant, après, bon, là actuellement, je suis en train de lire un bouquin, je suis en train de lire le nouveau roman de Patrice Ganang, et c'est un roman que je trouve très drôle. Très drôle. Alors, je ne suis pas dans la partie la la plus délicate du roman, Mhm. parce que je sais qu'ensuite ça doit dégénérer. Mais je trouve que il raconte la vie des petites gens à Yaoundé au travers du regard d'un chien. Donc c'est la suite, hein, c'est Mhm. Bounjak, donc c'est la suite de Tant de chiens. Et le chien, enfin, il a un regard qui est très drôle, très caustique, très. Il y a des scènes qui sont très hilarantes et en plus, il y a un pidgin, il utilise vraiment le parler, le pidgin, le camfranglais et ainsi de suite. Donc c'est très frais, c'est très drôle. Mais je peux pas dire que c'est le livre le plus drôle. C'est juste que j'ai pas. Il faudrait que je retrouve ce texte, mais il faut que je sais que dans mon article j'étais parti du rire pour pouvoir. Maintenant, il y a un texte qui est drôle, mais on apprécie sa drôlerie quand on a fini le bouquin, parce que c'est par exemple Vercassé, tu vois, Vercassé d'Alain Mabankou, parce que quand on lit ce bouquin qui a deux parties aussi, c'est-à-dire une partie, c'est comme si le rire est un moyen d'introduire au drame. Donc on a une première partie, on a des choses qui sont qui sont totalement loufoques, qui peuvent paraître même à un moment donné tellement délirantes que on se dit bon c'est caricatural. Mais quand il y a la rupture dans Vercassé, c'est-à-dire quand le personnage narrateur, l'écrivain public, qui a à un moment donné l'instituteur cocufié, qui accuse tout le monde, sa femme qui s'appelle Angélique d'être diabolique. Enfin, il porte un regard sur les autres qui est qui est qui est sarcastique, tu vois, mais la finalité, c'est quand il décide de ramasser sa merde. L'expression est de Mabankou, hein, c'est pas la mienne. Hein. C'est-à-dire que à un moment donné, le personnage décide d'arrêter de regarder les autres, d'arrêter de se foutre des autres, d'arrêter de se moquer des autres, d'arrêter de dire que ce sont les autres qui ont un impact sur sa vie, sur sa destinée, et de se rendre compte qu'il a une douleur qu'il n'a jamais réglée. Voilà. Donc là, ça, c'est un roman aussi qui m'a fait tristement rire au début, mais après j'ai compris le sens du rire et ça a donné une énorme force à ce roman sur la dernière partie quand on voit maintenant le travail d'introspection qu'il fait sur lui-même. Donc voilà, je pensais à ces textes. Ok. Ça m'intéresse bien. Tu me diras encore les histoires de traverser Yaoundé à travers le regard d'un chien. Ça va être. Oui, alors tu as deux romans. Tu as Patrice Ganang, Tant de chiens, qui est déjà très drôle. Mais le nouveau roman va sortir, là, Mbujak, donc c'est la suite. 20 ans après, hein. 20 ans après, hein, il a fait comme Dumas. 20 ans après, Bia est toujours là. Mais il y a ce texte et vraiment il y a vraiment le parti avant le drame, prendre le parti de rigoler. Et je pense que
Je pense que ça correspond beaucoup à la réalité de nos villes africaines, où les gens, dans le fond, prennent le parti avant tout de rigoler parce que sinon, c'est pas possible. Mhm, mhm, mhm. Ouais. Alors, Question suivante. oui. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Si vous voulez intervenir pour nous parler des textes qui vous ont fait rire ou des textes qui vous ont fait, qui vous ont particulièrement ému, vous demandez une invitation et on vous prépare intervenir et donner votre avis. Voilà. Le premier texte dont tu te souviens, que tu as lu entièrement, dans tes souvenirs. Premier livre que tu as lu entièrement. Ouais, c'est compliqué parce que là, il y a les bandes dessinées, donc je ne sais pas. Si tu parles des bandes dessinées, bon, ça va être rapide, tu vois. Si tu parles des romans, mais ça dépend parce que si on parle des livres jeunesse, bah, tu parles quoi comme il y a Oui, tu vois, il y a tous les Oui, après il y a le Club des 5. Moi, je suis passé par toutes ces strates-là, tu vois, donc. C'est bien d'en parler aussi. Tu sais, et moi, pourtant, je me souviens pas énormément des bandes dessinées que j'ai lues, mais je me souviens que le premier que j'ai vraiment lu et qui m'a du début jusqu'à la fin et que je suis encore super étonnée, c'était Le Monde de Sophie. Ah. C'était donc c'est Justin Gardner, je crois, comme ça. Et je me souviens juste parce que je me souviens c'était épais et j'étais partie au Gabon à l'époque, j'avais passé les vacances au Gabon et je lisais, je voulais vraiment le finir. Je devais quoi avoir 13, 14 ans. Et les gens me demandaient, mais si tu lis la Bible, c'est ça que pourquoi t'es si passionné? Qu'est-ce qu'elle dit là? C'est la Bible. Et je me souviens depuis, ça m'est resté en tête quand les gens me demandaient à chaque fois, et ça peut être que la Bible, de lire quelque chose de passionnément comme ça peut être que la Bible. Et je crois que c'est le premier vraiment, même si je sais que j'ai lu des livres quand même avant, mais je pense que c'est juste l'épaisseur, je pense que c'est le plus épais que j'ai fait de début jusqu'à la fin, vraiment. Alors, moi, je pense à le texte le plus compliqué que j'ai eu à lire et que j'ai terminé, je pense que c'était au CE1, c'est Alice au pays des merveilles. Même si c'était une bibliothèque rose, mais il était compliqué. Et parce que c'est particulier, Alice au pays des merveilles. Oui. Voilà. Après, l'autre texte marquant, et je pense que là je devais avoir 9 ans, c'est Le Comte de Monte Cristo. Ouais, parce que je l'ai lu en bibliothèque verte et ce devait être un des romans les plus élaborés au moment où je l'ai lu. Le Comte de Monte Cristo et autant Alice au pays des merveilles, c'était compliqué. Les histoires de lapins. Enfin bon, bref, faudrait que je le relise aujourd'hui, tu vois. Bon, mais c'est très, je sais même pas pourquoi c'est un livre pour les enfants. Peut-être parce qu'il y a des lapins. J'ai rien vu. Mais alors que le Comte de Monte Cristo, c'est vrai que les bibliothèques vertes de l'époque, il y avait des illustrations de temps en temps, mais c'était quand même un défi de le finir à l'âge de 9 ans, tu vois. Donc voilà. Mais à côté de ça, tu as des bandes dessinées et ainsi de suite. C'est vrai, ouais, c'est vrai que, tu sais, il y a beaucoup, et surtout, quand on aime lire, depuis la jeunesse, on essaie vraiment tu vas lire quelque chose, et puis après, tu vas revenir plus tard, le relire, et à l'époque, tu te dis, voilà, ça te passe au-dessus, tu sais pas, et après, quand tu reviens à l'époque, tu te dis, mais en fait, je n'aurais jamais, pourquoi c'est jeunesse, ça? Parce que c'est vraiment très poussé, mais ouais. Je suis d'accord. Et je sais qu'à l'époque, moi, je lisais beaucoup, et ça, j'ai encore plus jeune, mais je prenais les livres dans la bibliothèque de ma maman, et c'était des bibliothèques à fermer à clé. Et c'était des livres, c'était de Virginia C. Andrews, mais c'était vraiment des trucs à l'eau de rose, un peu vraiment poussés, avec des thèmes qui n'étaient pas adaptés aux enfants. Et je me souviens, je lisais ça, je sais que je suis pas censée lire, mais en fait, j'ai envie de lire, quoi, donc je vais le lire jusqu'à la fin. Et c'est vrai que je me suis dit,
C'est marrant, quand même. Maintenant, le roman le plus complexe, et là, j'étais plutôt je pense que j'étais en troisième, ou en quatrième, le plus complexe, mais là où je pense que je suis vraiment rentré en littérature, pour moi, c'est Stendhal, c'est Le Rouge et le Noir. Et je me souviens que, puisque le défi c'était de finir, hein, comme tu dis, le roman, et à Le Rouge, le Noir, je me souviens que le premier chapitre, j'ai dû mettre 2 ou 3 semaines pour le lire. Enfin, le premier ou les 2 premiers chapitres pour rentrer dans le truc. Et j'ai dû mettre 2 semaines ensuite pour finir le bouquin. C'est-à-dire, j'ai passé pour rentrer, mais dès que je suis rentré dans le truc, et l'histoire aujourd'hui, je peux encore te la raconter. Je l'ai lu, j'avais 12 ans, tu vois, Le Rouge et le Noir. Et comme on parlait des romans qui pour moi, il est dans mon top 3, les personnages sont encore là. Julien Sorel, pour moi, c'est un peu l'histoire de nos vies quand on essaye d'intégrer une société qui n'est pas la nôtre, trouver sa place, et puis monter au fur et à mesure. Donc lui, il doit affronter les 3 grands groupes de la société, le clergé, il commence d'abord par la bourgeoisie, le clergé et la noblesse. Et chaque fois, en fait, les gens ne veulent pas de lui, tu vois. Ils veulent pas de lui. Et c'est des bouquins. Le Rouge et le Noir, c'est vraiment des bouquins qu'on doit faire lire aux jeunes. Aux jeunes qui sont en banlieue, pour que les gens comprennent qu'en fait, il faut se battre, en fait. Tu vois, ça pour moi c'est la grande littérature, mais la bonne littérature. Je rappelle qu'en fait, ce que tu vis aujourd'hui, en fait, il y a d'autres qui ont vécu ça dans d'autres contextes, et que tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur il y aurait des bons français, tu vois, en fait, c'est de la fumisterie absolue. Et ce qui est intéressant, c'est que Julien Sorel, par exemple, il a une image, tu vois. Lui, il veut devenir un de ces grands officiers de Napoléon, tu vois. Il a un repère, tu vois. Et lui, son objectif, c'est de tendre vers ce repère. Alors, il va utiliser les femmes, tu vois, il va utiliser le système, la roublardise, mais il a cet objectif. Et la grande question aujourd'hui, c'est est-ce que les gens rêvent d'aller vers quelque part, tu vois? Est-ce que les gens ont l'esprit sorélien, tu vois, en disant je vais arriver, je vois comment le game là par où je vais sauter, par où je vais grimper pour pouvoir arriver, hein? Et je vais pas forcément balancer des pierres si j'y arrive pas. Mais c'est compliqué. Ouais. Mais Sorel, il vient de la paysannerie, tu vois. Et pour moi, ça reste un roman unique, hein, parce qu'il y a de l'amour, il y a le fait social avec les oppositions réelles entre les différentes classes. Je sais pas si on enseigne ce genre de roman aujourd'hui dans les lycées, les collèges et lycées. Et c'est peut-être là où on peut parler d'universalisme, des textes vraiment qui parlent à n'importe quelle société par leur force et par ce qu'ils proposent. Oui, bah, je sais que Le Rouge et Noir. Après, peut-être parce que j'ai fait Elle, mais je sais que Le Rouge et Noir, c'était dans une liste où vous devez lire. Donc, c'est imposé. Voilà. Donc ça, c'est pour les... On était sur quoi? Sur quel texte? Comment je suis arrivé sur Le Rouge et Noir? Là, lu entièrement. Ah? Lu entièrement. Ah oui, lu entièrement. Oui, donc voilà. Oui, donc c'est justifié. Mais c'était un défi. C'était un défi parce que pour bien t'expliquer le truc, j'étais dans une phase où j'avais lu que des textes. À un moment donné, j'ai que dans les textes d'aventure. Et c'est Le Rouge et le Noir m'a vraiment fait rentrer de Maurice Leblanc. Je suis passé vraiment à la littérature. En fait,
il m'a même pas introduit à la littérature classique française, il m'a carrément introduit à la littérature classique africaine. Parce qu'après, j'ai commencé à lire des auteurs africains. C'est un peu drôle, mais voilà. Ok, c'est bien. Donc ça, c'est génial. J'aime bien cet exercice. C'est marrant, tu vois, on apprend à se connaître aussi par rapport à ça et voir un peu nos petits chemins de vie. Un beau cadeau de Noël. Ouais, le rouge et les gens, c'est pas mal. Et donc, le premier livre que tu as écouté. Alors, mon premier Audible, je vais parler d'un Audible, hein. Le premier, je crois que c'est un Toni Morrison, je crois que c'est Home. C'est Home de Toni Morrison. Ouais, c'est Home. Et c'est une expérience qui était très intéressante. J'aurais dû la renouveler. J'ai écouté 3 livres comme ça. J'ai écouté le journal d'un fou de Gogol, Home et Petit piment de Mabankou. Petit piment de Mabankou. Le 4e que j'allais lire, c'était un texte de Patrick Deville, mais je suis pas rentré dans l'histoire. Et Home, c'est particulier. C'est un texte sur la guerre de Corée, les Blacks qui sont allés combattre et quand ils reviennent, il y a à la fois le militaire, enfin un gars qui est allé combattre en guerre de Corée et qui revient, donc qui est un peu déstructuré. Et puis c'est aussi un texte sur les expériences qui ont été faites sur à un moment donné, il y a eu des Noirs qui ont été utilisés comme des cobayes. Il y a eu beaucoup de scientifiques qui ont utilisé des Noirs pour faire des expériences. On a eu le cas du médecin il y a eu un médecin dont on a renversé la statue, qui faisait des expériences sur les femmes enceintes. Il y a eu le cas de la syphilis aussi qu'on a. Enfin, il y a eu plusieurs cas compliqués. Et Toni Morrison aborde ce point-là aussi dans ce roman. Alors, le problème de la lecture écoutée, entre guillemets, c'est que j'ai l'impression que ça reste moins que le texte lu. J'ai l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus superficiel. Est-ce que c'était avec la voix de Toni Morrison ou... Non, ce texte a été lu par Anna Mouglaglis. Heureusement, c'était pas la voix de Toni Morrison, j'aurais pas compris. Mais c'est la voix d'Anna Mouglaglis, qui est une actrice française. Je crois qu'il doit avoir une origine grecque, mais en tout, peu importe, et qui a une superbe voix. Elle a un timbre de voix. Et j'avais trouvé sa voix extrêmement... Oui, j'avais bien aimé sa lecture. Il y a un autre texte que j'ai écouté. Alors, je cherche maintenant l'auteur parce que là, c'était Aïssa Maïga qui lisait. Je trouvais qu'elle avait fait une bonne lecture, mais je ne sais plus quel texte c'est. Donc j'ai dû lire en écouter 4. Voilà. Donc Home, c'est le premier, je pense, si je ne me trompe pas. Et toi? Ok. Le premier texte écouté que j'ai fait, c'était donc une représentation, enfin pas une représentation, c'était une lecture à plusieurs voix. On était resté 4 heures. Et vous avez lu, c'était Things Fall Apart. Wow. Et c'était génial. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Il y a des parties un peu où c'est un peu en italique c'est des parties un peu c'est dans la langue natale en fait, et c'était chanté par j'oublie le nom de la chanteuse,
Et j'avais des frissons, quoi. J'avais des frissons, c'était juste génial. Ils avaient organisé ça, c'était à Londres, dans un grand amphithéâtre. En plus, c'était une tuerie, le truc. Franchement, j'avais des frissons, franchement, j'avais des larmes et tout ça. Ouais, donc c'est vraiment ça. Et il y avait, je me souviens, j'en ai parlé sur ma chaîne Chocolate Pudding. Donc pour ceux qui veulent aller voir, j'en parle vraiment plus de noms de ces personnes qui avaient lu. Mais franchement, c'était à refaire. Je cherche des événements comme ça où les gens, des lectures comme ça de bouquins, parce que ça aide, surtout dans des bouquins où ils utilisent toujours la langue natale, un peu la langue du pays. Parce que moi, je viens pas du Nigeria, je viens pas du Ghana, etc. Donc, il y a des moments qui m'échappent, hein, forcément. Mais là, le fait que ce soit chanté et avec l'émotion, c'est que même si tu comprends pas les paroles, tu comprends ce qui se passe. Et c'était parfait. Sinon, en audible, j'ai écouté Michelle Obama. Wow. C'est long, hein, ça doit être long. C'est long, mais c'est... Voilà, t'as l'impression que voilà, t'es assise avec Michelle Obama, elle te raconte un peu, tu vois. Parce qu'elle était passée elle était venue sur Londres et c'était impossible d'avoir des places. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un décompte pour avoir des places. Et dès que moi, j'étais au travail, j'ai attendu 3, 2, 1. J'ai appuyé, c'était sur down. Donc, ouais, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir un peu, je me sentais un peu mieux. Et dans les audibles, quand t'écoutes des trucs de célébrités et que t'as leur voix, genre mon prochain, c'est de Will Smith, son autographie. Tu sens vraiment, c'est un peu plus personnel, tu te sens que vraiment, voilà. Voilà, quoi. Mais il faut un peu te concentrer parce que des fois, tu penses à autre chose, et alors qu'avec le bouquin, quand tu lis, voilà, tu lis, quoi. Bah oui, c'est un peu ça le problème. Le problème d'Audible, c'est la concentration. Voilà. C'est la concentration. Et voilà. Mais je me rends compte que, donc j'ai bien vérifié, hein, c'est le premier Toni Morrison, mais je me rends compte qu'il y a de très très belles expériences. Moi, j'ai écouté le portrait de Dorian Gray, par exemple. Alors, c'est pour ça. Alors, ça peut être surprenant parce que il y a un gros problème, c'est que les auteurs africains, la littérature africaine est très peu présente en audible. Et ça, c'est un vrai défi. À un moment donné, je réfléchissais sur comment connecter des artistes lecteurs pour pouvoir faire les lectures de textes et les soumettre, parce que ça, c'est un vrai projet, tu vois. C'est un vrai projet. On voit qu'il y a une catégorie d'artistes qui font souvent ces lectures. Et voilà, moi soit le lecteur, soit l'écrivain lui-même fait la lecture, comme c'était le cas pour Petit Piment d'Alain Mabankou, et c'est une belle expérience. Hein. Le Petit Piment, Alain, il raconte l'histoire comme il l'a écrite, et c'est voilà. Mais voilà, là, il y a vraiment tout un terrain, un espace à conquérir vraiment pour les auteurs qui oublient souvent cet aspect. Bon, après, ça coûte cher. Hein. Ça coûte quelque chose. Mais c'est intéressant justement de voir ça parce que finalement, j'ai l'impression qu'au contraire, les récits africains, c'est d'abord parler. Oui. Il y a beaucoup de... Ce serait quelque chose qui en fait, on retournerait sur quelque chose qui est beaucoup plus nous, en fait, finalement. Oui. Avec un audible, avec des textes africains. C'est sûr. Mais après, ça dépend comment tu as raconté ton histoire aussi. Bah oui. Mais si tu la racontes dans un mode qui correspond pas à la manière avec laquelle on raconte des histoires. Je prends un exemple. Tu prends un texte comme Le vieil homme esclave et le molosse de Patrick Chamoiseau. Bon. Si tu fais lire ce texte, hein, via Audible, moi je pense qu'un Antillais va complètement se retrouver dans l'imaginaire parce que la langue de l'écrivain, la langue de Chamoiseau dans ce texte,
elle est sublime et elle correspond à un univers qui match, je pense, avec la réalité martiniquaise et guadeloupéenne, tu vois. Donc, il faut que la langue qu'on va entendre et qui va être interprétée, renvoie à des choses qui peuvent avoir des connexions avec la manière avec laquelle un griot raconte l'histoire. C'est pour ça que j'imagine que, par exemple, un texte comme Beloved, je t'assure, Beloved, quand tu prends le Beloved, c'est comme ça que les griots racontent les histoires. Je ne sais pas comment Toni Morrison aux États-Unis a pu raconter une histoire comme ça. Je me dis, mais elle utilise toutes les formes cachées, la manière avec laquelle on dit pas vraiment les choses, on tourne autour du pot avant truc, tout ça. J'ai des constructions qui sont très complexes. Tu donnes des indices là, tu donnes des indices là. J'ai l'impression que j'étais à une cérémonie traditionnelle congolaise, tu vois. Donc quand tu vas lire ce texte, que quelqu'un va lire l'histoire, entendre l'histoire, ça va résonner, tu vois, parce que la forme, la trame s'appuie sur des choses qui peuvent avoir résonance dans le. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça pour que ça matche, en fait. Ouais, c'est bien, c'est vrai. Dernière question, est-ce que tu es réactive? Parce que là, on déborde toujours, mais on est des bavards. D'accord, oui, il faut qu'on respecte nos... Mais ils réagissent. On aimerait que si vous voulez réagir sur certains points, on a dit quels sont les textes les plus drôles, les plus émouvants que vous ayez lus, et ainsi de suite, si vous avez envie d'intervenir avant qu'on termine. Alors... livre que tu recommandes toujours. Quand quelqu'un dit, ok, voilà, je me demande qu'est-ce que je devrais lire, quel est un texte que tu recommanderais la plupart du temps? Tu commences à répondre d'abord? Moi? Alors moi, c'était très rapide, c'est l'autobiographie de Malcolm X. Ah oui, carrément. Ah ouais, toi, t'es radical, toi. Non, parce que regarde, le truc, c'est que... Quand j'ai écrit le bouquin, je me suis dit, bon, je pense que ça va être un truc compliqué, ça va être, voilà. Et en fait, finalement, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça très, comme je disais à mon manager qui était américain à l'époque, je disais, c'était juicy. Parce que moi, Malcolm X, je le connais à travers les autres Spike Lee, en fait. Avec le film qu'il a fait. Et en fait, quand tu lis le bouquin, tu vois l'enfance, tu vois tout, il y a de la viande, il y a beaucoup plus de choses dedans, il y a de l'humour, il y a tout, en fait. Et donc, franchement, je recommande. Parce que on dirait que c'est grand et que c'est une montagne, mais en fait, c'est une balade, hein, finalement. J'ai pas vraiment pris ça comme une montagne à escalader. Alors, voilà. Il y a Edna qui dit les frasques des Binto. C'est un texte d'Amadou Koné. Dont j'ai beaucoup entendu parler, en fait. Je l'ai jamais lu. J'ai jamais lu les phrases des Binto. Il faudrait que je fasse l'expérience de cette lecture-là. Quand je suis passé en Côte d'Ivoire, je voulais le prendre, mais j'ai pas eu le temps d'aller en librairie, et voilà. Alors, quel est le texte que je recommande? J'aime pas recommander des textes, en fait. Enfin, on va dire que je ne fais que ça. Oui. En on va dire que... Mais en fait, moi, quand on me pose cette question, s'il y avait un texte à recommander, alors ça va te surprendre un peu, ce serait 100 ans de solitude de Garcia Marquez. Ok. Et ça peut paraître un peu surprenant, enfin, on recommande ce qu'on veut, tu vois, mais ce serait soit 100 ans de solitude ou alors Things Fall Apart de Chinua Achebe, l'un ou l'autre. Moi, je considère que Garcia Marquez est un écrivain africain. Le problème est réglé, c'est un écrivain africain. Pourquoi je dis ça? En fait, quand tu connais l'histoire de Garcia Marquez, c'est quelqu'un qui a été très influencé. Alors, je ne sais pas si c'est sa nounou ou c'est sa grand-mère, mais il y avait une femme qui lui racontait des contes.
et qui visiblement avait une ascendance africaine. Et ça a énormément formé son imaginaire. Et quand tu lis Garcia Marquez, c'est pour ça que il y a beaucoup d'auteurs d'Afrique centrale qui ont été très marqués par Garcia Marquez. Henri Lopez, qu'est-ce que je dis? Oui, Henri Lopez, mais je voulais surtout dire comment il s'appelle, Sonny Laboutancy. Là tout à l'heure il y avait Guy Alexandre Sunda qui était connecté. Mais à Brazza par exemple, tu as vraiment toute une génération d'écrivains qui ont été influencés par Garcia Marquez. Et en fait, qu'est-ce qui résonne chez eux en fait? Il faut savoir que la Colombie en fait a une très forte population noire qui souvent venait du royaume Congo. Et je pense que cette grand-mère qui a raconté, qui a construit l'imaginaire de Garcia Marquez, en fait, elle a dû énormément puiser dans ces imaginaires-là. Et quand tu lis vraiment Cent ans de solitude, c'est un texte compliqué dans le sens où il y a beaucoup de personnages, mais il y a toutes les survivances africaines qu'on voit, les croyances qui s'expriment. Il y a des épisodes qui sont et en même temps c'est un texte qui reste assez européen aussi, tu vois, parce que Garcia Marquez puise dans les deux cultures. Voilà, moi c'est un texte qui est génial à la fois parce que avec 100 personnages, tu parles d'un seul personnage, la solitude. Et ça. Ok. Ah, c'est bien, franchement. J'ai pris note du coup parce que tu me donnes envie de le lire. Très bien. Et il y a un commentaire là, je sais pas si. Oui, c'est Eva. Eva qui nous recommande aussi les Maquisards d'Emile Boom. Alors c'est un roman qui a eu le prix Les Afriques, un roman sur la guerre de décolonisation qui a malheureusement avorté au Cameroun, mais un très grand roman d'Emile Boom, ouais, un très très beau texte. Très très beau texte. Chronique d'une mort annoncée. Oui, alors ça c'est un roman génial aussi. Mais Garcia Marquez, il est très varié, tu vois. Tu peux lire Journal d'un enlèvement. C'est un vrai journaliste et c'est un superbe écrivain. Bon, voilà, c'est... Voilà, bah, je sais pas si on a fait le tour des différents... C'était toutes mes questions. Les questions de fête de fin d'année. Donc, alors, vous avez des idées de cadeaux, hein, c'est encore possible. Oui. Et j'ai oublié de faire mon commentaire sur Things Fall Apart. Pourquoi je le recommande? Là, c'est un texte pour moi qui est... Alors, on dit que c'est le texte le plus vendu de la littérature africaine. Moi, je considère que Chinua Achebe a écrit un des textes les plus objectifs, les plus puissants. Puissant dans le sens où, en fait, il raconte, c'est l'un des premiers à raconter cette rencontre avec l'Europe, mais il le fait de manière très objective, sans avoir un parti pris. Il faut savoir que Chinua Achebe, il est profondément ancré dans la culture Igbo quand il écrit ce roman, mais en même temps, il a une culture protestante parce qu'il a été formé dans la catéchèse protestante. Et donc, quand il écrit ce texte, il peut comparer le choc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il raconte vraiment l'Afrique, l'Ibo, le monde Ibo avec ses croyances magnifiques, la fête des récoltes, comment la société était organisée. Bon, il y a naturellement un personnage central au Congo, un guerrier qui cherche à redorer l'honneur de sa famille et ainsi de suite. Donc ça, c'est le personnage central qu'on va suivre jusqu'à son bannissement et ainsi de suite. Mais l'important dans ce roman,
c'est la rencontre. La rencontre entre ces missionnaires qui viennent, qui questionnent le système des croyances à Igbo et ainsi de suite, et les Igbo qui les reçoivent, qui discutent avec eux et qui délèguent à un moment donné un certain nombre de choses qui vont se retourner, qui vont créer une division dans la communauté. Et ce qui est bien, c'est que Achebe regarde ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et il montre comment les failles de la culture Igbo ont de manière indirecte été exploitées par ceux qui arrivaient avec d'autres croyances, comme par exemple les enfants qui étaient les jumeaux, par exemple, dans la société Igbo, qui racontent, qui étaient jetés dans la forêt et qui étaient dévorés par les Forimanians et ainsi de suite. Croyances et ainsi de suite. Voilà. Et la première personne qui décide d'aller dans l'église construite dans le bois sacré, parce que les Igbo croyaient que justement, ce village, ils se disaient, oh, ils vont construire leur église là. Nos ancêtres nomades vont se charger de les faire fuir. Et quand l'église est bâtie, la première personne qui part, c'est la mère des jumeaux. La première personne qui rentre dans cette église, c'est la mère des jumeaux. Donc, il y a beaucoup de gens... En fait, le deuxième roman de Chinua Achebe aborde à peu près la même thématique. La flèche de Dieu aborde à peu près la même thématique de manière différente. Et Achebe nous pousse à ne pas être forcément dans la défensive. Il faut regarder notre culture, la culture de nos ancêtres, et voir ce qui était bon et ce qui était moins bon, hein, pour pouvoir avancer. C'est le message de Things Fall Apart. Mais je sais que les gens regardent surtout la fin, parce qu'il faut comprendre que dans Things Fall Apart, il n'y a pas d'armes au départ. Au départ, c'est des hommes qui parlent. C'est un pasteur passionné qui vient, qui écoute, et puis qui dit, oui, mais nous, le Dieu auquel nous croyons, en fait, le Dieu auquel vous adressez est le même que le nôtre, mais il y a certains aspects que je voudrais vous présenter. Ici, c'est un vrai dialogue. Le problème se pose quand le deuxième pasteur arrive et qui s'appuie sur l'administration maintenant pour pouvoir frapper le truc. Donc et donc les gens regardent toujours la deuxième partie, la fin du roman où Okonko se révolte, les égouts, tout ça, mais c'est déjà trop tard, le monde s'est effondré. Donc je trouve que c'est un roman qui est puissant par son honnêteté et par la puissance de la critique qu'il propose au lecteur. Et Chinua Achebe en 54, puisque je crois que c'est en 54 que ce texte roman a été écrit, Chinua Achebe dit en substance que nous devons avoir le courage à la fois de raconter l'Afrique telle qu'elle a été, et nous devons aussi dire quelles ont été les limites par lesquelles nous avons été touchés, sur lesquelles il faut construire. Et non dire non, les autres nous ont fait ci, un peu comme ce dont je parlais avec Alain Mabankou, c'est-à-dire c'est toujours les autres qui sont responsables de nos malheurs, mais il n'y a jamais eu de porte ouverte dans nos vies pour qu'ils puissent nous frapper. Tu vois, donc c'est complexe, mais c'est un roman, voilà. Donc c'est pour ça que ces deux romans, ce sont des romans que je recommande. Le texte de Things Fall Apart a été retraduit par Actes Sud, donc il est maintenant disponible sous le titre Tout s'effondre. Ah, c'est bien ça. J'ai bien aimé. Et tu sais, quand tu dis justement le thème de, oui, il faut regarder les choses qui sont bien dans dans la culture et ces choses qui sont moins bonnes, j'ai vraiment l'impression que le personnage principal, quand il a été un peu banni, et
j'ai l'impression que quand il voulait revenir justement, qu'il s'était questionné lui-même sur en fait les choses qu'il voulait faire, qu'il voulait revenir justement avec un souffle nouveau un peu, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit que bon, avant qu'il y ait les colonisateurs ou les pasteurs ou peu importe, je pense vraiment que nous-mêmes, on aurait pu avoir ce renouveau, cette questionnement sur nos cultures, euh, sur ce qui est bon et ce qui est moins bon, sans forcément avoir eu une obstruction de l'extérieur, quoi. Et c'est ça qui m'a fait un peu mal au cœur en disant qu'on n'a pas eu le temps d'avoir cette réflexion. Mais tu vois, par exemple, quand tu prends au Congo, quand il commet une erreur, mais tu vois, dans ces sociétés-là, il n'y avait pas de prison. C'est-à-dire, quand Non. on te bannit, hein. Moi, je trouve que la société qu'il décrit, on n'a pas de leçon à faire aux Africains, en fait. C'est juste que, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, j'aurais pu parler de Kunji aujourd'hui, tu vois, qui parle par exemple dans Prière aux ancêtres, qui parle du rapport qu'ont les gens du nord du Congo avec la nature. Hein. Mm. Au Congo, tu viens pas couper un arbre, enfin, normalement dans la société ancestrale, mais avant de couper un arbre, tu dois lui parler. Mm. Tu vois? C'est-à-dire, c'est pas aux vieux Congolais qu'on va expliquer le rapport à la nature, qu'on ne découpe pas les arbres comme ça juste pour en faire des planches et trucs. Tu vois, on vit avec un écosystème, on vit, tu vois, et c'est ce qu'on retrouve dans la société que décrit Chinua Achebe. Mais seulement, il faut qu'on soit capable de voir tout ce qui est beau et tout ce qui est des limites. Tu vois, et ça c'est le gros problème de nos sociétés aussi aujourd'hui, parce que comme on est oppressé, faire une autocritique, c'est forcément donner les armes aux autres. Or c'est pas forcément le cas. Si quelqu'un est venu te piller, ton devoir est venu piller ta maison, ton devoir c'est de construire des barricades, des trucs, des protections qui ne permettent de ne pas. Mais il faut faire un état des lieux. Les gens sont rentrés par où, tu vois, pour pouvoir faire le pillage. Donc voilà, c'est aussi à tout ça que sert la littérature, et c'est contrairement à Mongo Betty dans le pauvre Crise de Bomba, qui est à peu près sur le même thème, mais Mongo Betty il a une thèse. Tu vois, il a une thèse, il a une critique franche du catholicisme, tu vois. Et il a raison d'avoir cette. Mais son texte, du coup, a moins de puissance que le texte d'Achebe. Parce que le texte d'Achebe laisse au lecteur le soin de faire son introspection. Alors que Mongo Betty, sur le même sujet, dit la solution, c'est ça. Mais c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Voilà, donc voilà pourquoi. Bon, mais là, si on parle, là, il faut que tu m'arrêtes. Donc, si on pourrait faire un petit récapitulatif des textes auxquels on a évoqué pour l'émotion, on a évoqué. Toni Morrison, le plus bleu, et Beloved. Toi, tu as évoqué Trevor Noah. C'était Born a Crime. Born a Crime. Je ne sais pas si les textes existent le titre, il faudra le donner en français. Pour les textes les plus bouleversants, bon, moi j'ai cité la Bible. Je ne sais plus ce que tu avais cité pour les textes les plus bouleversants. Je crois que tu as cité un texte de Chimamanda Ngozi Adichie. Ouais, The Headstrong Historian. Et encore, là encore, il faut que je trouve s'il y a en français. Quoi. Les textes le plus drôle, le plus bon, c'était très ouvert, donc moi je vais pas citer mes textes parce que c'est ouvert. Voilà. C'était How to Be Black by Baratunde Thurston. D'accord. Ok. Et puis voilà, pour le texte, le premier texte audible, j'ai cité Home de Toni Morrison, et je demande vraiment aux écrivains afro de penser à cette dimension du livre audio.
et on cherche des acteurs, des comédiens pour pouvoir faire ces lectures-là. Parce qu'il y a un marché, hein. Il y a vraiment un marché à conquérir. J'ai trouvé la traduction de Trevor Noah, Born a Crime. Apparemment, on l'a traduit trop noir, trop blanc. D'accord. Trop noir, trop blanc. Ben, il nous reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes de Noël. Alors, parce qu'on ne se revoit pas avant, est-ce qu'on prend une semaine off la semaine prochaine encore, sachant qu'on a manqué. Ah non, parce que la semaine prochaine, c'est le 27. Et on travaille sur quoi? Sur Elgas ou sur Bougarsa? Mais le Elgas, tu gardes pas pour ta chronique de. Mais non, c'est indépendant. C'est indépendant? C'est indépendant. On peut faire Elgas parce que j'ai déjà commencé et puis j'aimerais bien parler. Moi, j'adore les textes. C'est un peu comme Junio Diaz, tu vois. J'aime bien les textes de l'homme, quand l'homme raconte l'amour. Parce que je veux un peu savoir ce qui se passe dans vos têtes. Est-ce que vous tombez vraiment amoureux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous savez pas aimer? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben là, tu vas être servi, hein, parce que là, Elgas, il s'est lâché, hein. Là, les sistas peuvent venir s'énerver, hein, parce que là, le gars. Mais il y a beaucoup de fragilité, je pense que c'est une nouvelle génération qui exprime mieux ses sentiments. On joue pas les gros durs, on s'exprime sur ses faiblesses. Donc je trouve que c'est intéressant. Et non, mais ça va bien. Ok, bon, on fait mal noir, parce que comme ça, je pourrais bien parler. Là. Tu seras le porte-parole de tous les mal noirs, comme ça, et de l'amour. Je ne serai porte-parole de personne. Mais... Je rigole. Ok. Ben, vraiment de très bonnes fêtes de Noël. Il y a Kwanzaa aussi, je sais pas très bien quand ça commence. Je sais pas si c'est voilà. Donc pour ceux qui fêtent Kwanzaa, voilà. Et puis voilà, de très bonnes fêtes de fin d'année. Rendez-vous le 27 pour un nouveau live autour du roman Mal Noir d'Elgas. Ok, ça on va parler de virilité et de testostérone. Ok, bye bye. Bye bye. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont connectées.